Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, je m'appelle LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous amène sur une île étrange, abandonnée, sur laquelle on peut retrouver reliques, monstres, compagnons, tous plus étranges les uns que les autres, avec des sites spéciaux et spectaculaires. Et je vous nomme le jeu Vindication. Je précise tout de suite pour que ça soit clair, Vindication, présentement, il y a une expansion qui est sur Kickstarter au moment où je l'enregistre. Et au moment où la vidéo va sortir, la campagne ne sera pas encore terminée. Fait que si à la fin de la vidéo c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez toujours sauter sur l'expansion et prendre en même temps le jeu de base avec toutes les composantes améliorées, les versions upgrade, tout le tralala qu'on retrouve habituellement sur Kickstarter. Donc Vindication, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est développé par Orange Nebula, qui a été créé par Mark Neidlinger, je sais pas vraiment ça se prononce. C'est un jeu de type Euro de 1 à 5 joueurs, qui va jouer en environ 60-75 minutes, puis même une partie à 2 à 3 avec des joueurs habitués, ça peut se rouler en 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Vindication? Ben, on est quelqu'un de maléfique, sombre, obscur, qui a cumulé des mauvais actes tout au long de sa vie, et on a tellement été méchant que finalement notre équipage sur un bateau nous a jetés à l'eau et on s'est ramassé sur une île, sur le rivage d'une île. Un compagnon, quelqu'un nous a recueillis là, il devient notre compagnon et nous commençons une quête pour retrouver ou regagner notre honneur perdu, redevenir une personne respectable. À l'intérieur du jeu, il y a plusieurs mécaniques euro qui vont se mélanger. Il y a un petit peu de contrôle de territoire, il y a un petit peu de gestion de ressources, il y a un petit peu de set collecting en quelque sorte, il y a un aspect engine building. Fait qu'il y a beaucoup de mécaniques différentes. C'est un jeu avec un graphisme aussi particulier, avec une thématique qui tente d'être très forte. Fait que est-ce que c'est intéressant? Mais allons voir comment ça fonctionne. Je vous dis comment placer ça, comment installer le jeu, le placement individuel, le placement du plateau, les règles. Puis ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Au niveau de la mise en place, Vindication est un jeu quand même assez simple à placer. Première chose qu'on va avoir à faire, c'est aller placer sur le plateau de jeu différents paquets de cartes. Le plateau lui-même va nous indiquer de façon très claire quel paquet de cartes va où. Fait que ici, je vais avoir Face Down Red Companions, Face Up Red Companions. Fait qu'on va placer le paquet de cartes face cachée, on va prendre la première carte, on va la révéler pour toujours avoir une carte face ouverte. On va faire la même chose avec les Blue Companions qui sont juste ici. Et on va faire la même chose avec les Yellow Companions qui sont juste ici. Une ouverte, le reste face cachée. On a un paquet de cartes reliques, on a un paquet de cartes traits, comme ça ici. Et on a un paquet de cartes Monster à aller placer en suivant la même méthode. Tout le paquet face cachée plus une face ouverte. On va également avoir un petit insert comme ça qui vient quand il est fermé, ça a l'air de ça ici. On va ouvrir ça puis on va avoir différents matériels à les placer. D'abord, dans toutes les parties, on va se servir des 2D comme ça ici. On a également 4 marqueurs comme ça qui sont des espèces de pièces métalliques qui sont des indicateurs de fin de partie qu'on va aller placer sur la piste de score à 45, 60, 75 et 90. On expliquera plus tard pourquoi. On va avoir ces tuiles-là qui vont être des majorités en fin de partie. On va tout simplement prendre le dessus du plateau, puis on va pouvoir aller placer dans le fond le couvert, puis on va pouvoir aller placer nos tuiles dessus, puis on va se faire un petit présentoir quelque part près du plateau pour se rappeler qu'on a ça à l'enjeu. Et on va avoir ces petites tuiles-là qui sont les tuiles de maîtrise, les mastery. On va en prendre une par couleur. Mais en fait, dans chaque couleur, il faut qu'il y ait le nombre de joueurs moins 1. Fait que si je les ai déjà triés, j'installe une partie à 2 joueurs, ça m'en prend donc une de chaque couleur. Si j'installais une partie à 3 joueurs, ben j'en rajouterais une de chaque couleur. Dans mon cas, j'en prends tout simplement une par couleur. Comme j'installe une partie à 2 joueurs, puis on va aller la placer dans l'endroit où c'est indiqué sur le plateau. Proficiency de cette couleur-là. Fait que je vais avoir celui pour les monstres, les compagnons jaunes, les traits, qui vont être dans le milieu ici, les compagnons bleus, les reliques. Ce qui reste à faire au niveau de la mise en place générale, on va avoir un petit sac comme ça ici dans lequel on va aller placer les tuiles qu'on va utiliser pour la partie. Dans une partie de base, les 19 tuiles qu'on va utiliser sont déjà indiquées dans le livret d'instructions, fait qu'on a juste à les placer. Si on veut rajouter des tuiles qui font partie des différents modules, ben, on va tout simplement enlever certaines tuiles pour les remplacer par celles qui sont dans le module. Le livre d'instructions nous indique très clairement comment procéder. Fait que ça, on va aller brasser ça, mettre ça pas loin du plateau.
Dernière chose qui va nous rester à placer de façon commune, on va aller prendre des cartes qui sont comme ça, les Endgame Trigger. On va en piger 2 et ça va nous donner nos conditions de fin de partie. Quand une de ces conditions-là sera atteinte, ça va devenir le dernier tour de jeu. Ensuite, on va jouer un supplémentaire pour que tout le monde ait un nombre de rounds égal. Puis la partie va se terminer. Fait qu'on va les placer près du plateau pour que tous les joueurs puissent les voir. Puis au fur et à mesure que la partie va avancer, il y a même des possibilités pour qu'on en rajoute des endgame triggers. Ce paquet-là, on n'a plus besoin. On le place de côté. Puis on garde nos dés pas loin. Et pour la mise en place générale, c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que la mise en place du plateau en tant que tel est faite, comment on va faire la mise en place individuelle d'un joueur? D'abord, chaque joueur va avoir une espèce de petit plateau, un petit bac de rangement, une petite boîte de rangement qui va ressembler à ceci. Quand on l'ouvre, on a tout le matériel pour un joueur à l'intérieur de ça. Fait qu'il va avoir sa tuile de personnage en tant que tel qui a deux côtés. On va toujours commencer du côté noir. Il va avoir également ces deux tuiles de vitesse qui sont les deux tuiles qui sont ici. Fait qu'on va les prendre pour les mettre dans sa zone. Le petit triangle vient avec une règle avancée que je ne couvrirai pas dans cette vidéo. Il va avoir un paquet de cubes qui vont être ses ressources en tant que telles, un jeton pour marquer ses points de victoire et un marqueur de déplacement. Fait comment on va placer ça? D'abord, les marqueurs de points de victoire, on va aller les placer sur la piste de points de victoire qui est autour du plateau. On va aller les mettre sur le 15 points de victoire. Il y a certaines façons qui peuvent nous en faire perdre, fait qu'on va toujours commencer à 15. Ensuite, pour savoir où on va mettre notre marqueur de positionnement, mais chaque joueur va avoir à aller dans le paquet de cartes Journey pour se piger une carte. Fait que disons que mon joueur vert commence. Voici une carte Journey, à quoi ça ressemble. Fait que dans le haut, on va voir sur quelle case il va commencer. On voit ici que mon joueur vert va commencer sur la case numéro 3. Les triangles sont numérotés autour du plateau. Fait qu'on va aller chercher le triangle numéro 3, on va le faire. Ensuite, ça m'indique dans mon placement initial que mon joueur vert va commencer avec un compagnon rouge. Fait que le joueur vert va aller dans la pile rouge, va piger un compagnon, il va le mettre dans sa zone de jeu. Il ne doit que s'assurer qu'il n'y a pas de symbole ici. Si par exemple il avait pigé ce compagnon, on voit que dans le coin en haut, juste ici, il y a un symbole blanc. On ne peut pas commencer avec ce compagnon-là, fait qu'on en pige un autre, puis on va rebrasser ce compagnon-là dans le paquet si on le pige. En pigeant ceci, mon joueur vert était correct, fait qu'il va aller se mettre dans sa zone de jeu, il va aller se mettre sa nouvelle carte, son nouveau compagnon rouge. Les tuiles de vitesse, on va commencer avec le 2 face visible, on va cacher les autres chiffres, ça indique la vitesse initiale de mon compagnon. On se rappelle qu'on commence sur le côté noir. Et comment place-t-on ces cubes sur notre petit plateau personnel? Chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça. Mais on va aller placer 8 cubes sur la zone de potentiel, 8 cubes sur la zone d'inspiration et 2 cubes sur la zone de conviction. Ça va être nos ressources de départ que je viens de tout échapper. Et il va nous rester 3 cubes dans notre petit boîtier, on en a 19. Que fait-on avec les 3 cubes restants? On va aller en placer un dans la zone de force, on va aller placer un dans la zone d'inspiration, puis on va aller en placer un dans la zone de knowledge. On voit que mes cubes sont là. Le joueur mauve a déjà commencé sa mise en place. Quand ça c'est fait, mon joueur vert, tout ce qu'il va lui rester à faire, c'est de piger 2 Secret Quests. Ce sont des objectifs de fin de partie. Il va les regarder, il va s'en choisir une des deux qu'il garde face cachée dans sa zone de jeu. Et ça va déterminer une façon qu'il va avoir de marquer des points de victoire à la fin de la partie. Mon joueur mauve va faire la même chose. Il se pige une carte Journey. Où sont-elles? Elles sont juste ici. Il va se piger lui aussi, mon joueur mauve, une carte Journey. Fait qu'on défausse celle du vert. Il pige une carte Journey. Lui, on voit qu'il commence dans la zone 10. Il commence avec un compagnon bleu. Fait que mon joueur mauve va commencer avec un compagnon bleu. On va aller chercher la zone 10 autour du plateau. Il va se piger également 2 Secret Quests. Il va en choisir une des deux avec laquelle il va commencer. Marqueur de vitesse sur le 2. Il va placer ses cubes lui aussi en essayant de ne pas les renverser. 8, 8 et 2. Toujours de la même façon. Et finalement, quand tout ce placement-là est fait, tout ce qui va rester à faire, c'est qu'on voit qu'au moment où on part, on touche à 2 zones du plateau. Fait qu'on va aller chercher notre sac de tuiles qu'on a précédemment préparé. On va en piger 2 au hasard, en respectant le fait qu'on va toujours afficher la zone qui est juste un cercle et non la zone qui est en multiples cercles. On va les mettre autour de sa zone de départ. L'autre joueur fait la même chose. Il pige 2 jetons et là, 2 tuiles, pardon. Et là, on est vraiment prêt à commencer notre partie. Donc le tour de jeu en tant que tel, comment il fonctionne, bien, chaque joueur va avoir un petit aide-mémoire comme ça qui lui rappelle d'un côté toutes les tuiles à quoi elles servent et de l'autre côté le tour de jeu, comment il fonctionne. Fait que regardons ça en détail.
Premièrement, la partie en haut de mon aide de jeu me dit que je vais faire 3 actions par tour de jeu. Je vais activer, soit moi-même, soit un de mes compagnons. Je vais bouger et je vais soit visiter un lieu, soit faire une action de rest. Et très important, chaque action se fait une fois dans le tour de jeu. Je suis obligé de faire les 3, mais je peux les faire dans l'ordre de mon choix. Donc, on peut faire Activate, Move, Visit. On peut faire Move, Activate, Visit, Move, Visit, Activate, ainsi de suite, vous avez compris. En plus de ça, je peux faire un nombre infini des actions gratuites qui sont dans le bas de ma fiche. Fait que je peux contrôler une région, gagner une proficiency, je peux faire l'action Vindicate, je peux regagner de l'influence perdue ou je peux transformer mes ressources. Quand j'ai fini mon tour de jeu, ça passe au tour de jeu suivant. Au début de la partie, on va déterminer un premier joueur. Fait qu'on tourne en rond comme ça, en faisant 3 actions plus un nombre infini d'actions gratuites. Jusqu'à temps qu'on va continuer comme ça, jusqu'à temps que mes cartes Endgame Trigger qu'on a placées, on en a 2 comme ça au début de la partie, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui soit atteinte. Quand il y a une carte Endgame Trigger qui est atteinte, ben on va finir le tour de jeu en cours, on va en jouer un supplémentaire pour que tout le monde joue un nombre de tours égal, puis ensuite ça va mettre fin à la partie. Je précise que tout autour du plateau, on a des petits jetons comme celui-là ici, qu'on en a un ici, on en a ici, on en a à tous les 15 points à partir de 45 points. À chaque fois qu'il y a un marqueur de joueur qui fait le tour du plateau et qui vient frapper l'un de ces marqueurs-là, fait que si le joueur vert éventuellement frappe son 60e point, ben on va défausser ce marqueur métallique-là. Le joueur vert va le gagner, ce marqueur métallique-là, et on va piger une nouvelle carte Endgame Trigger qu'on va rajouter. Fait qu'il y en a une troisième façon dont la partie peut se terminer. Je précise que si c'est la troisième carte qu'on pige, c'est déjà atteint au moment où on la pige, ben on termine le tour de jeu en cours, on en joue un autre, et la partie est terminée. Et on va rajouter une carte à chaque fois qu'il y a un de ces marqueurs-là qui est atteint, fait qu'on en rajoute une autre ici, on va en rajouter un autre ici, pour éventuellement un total maximum de 4 cartes Endgame Trigger qui sont ajoutées pour un total de 6 façons différentes de terminer la partie. Pas besoin de vous dire que normalement, quand on arrive vers la fin comme ça, ben, ça peut mettre fin à la partie de façon très abrupte. Fait qu'il faut toujours être préparé. Fait que maintenant qu'on comprend la structure d'un tour de jeu, allons voir les actions qu'on peut faire une par une. L'action de move est probablement la plus simple des 3. Si on a un personnage qui veut bouger, on va tout simplement aller voir quelle est sa vitesse actuelle. Fait qu'il va avoir une tuile comme ça qui va indiquer quelle est sa vitesse. Présentement, sa vitesse est de 2. Elle pourrait monter éventuellement jusqu'à un maximum de 5, mais présentement, sa vitesse est de 2. Ça indique comment il peut se déplacer. Quand on se déplace, on va passer par ces petits triangles ici, puis on doit passer d'un triangle adjacent à un autre. Fait qu'on pourrait se déplacer par exemple en faisant 1, 2, comme ça, terminer son déplacement. Je précise que si un joueur qui bloque le chemin, on peut tout à fait passer par-dessus. Les joueurs, en fait, ne bloquent pas le chemin. On peut juste continuer notre chemin autour, en continuant. Quand on a terminé notre déplacement, tout ce qui va rester à faire, c'est de révéler les tuiles de toutes les zones auxquelles on a été adjacente pendant notre déplacement. Donc, j'ai été adjacente à cette zone-ci, j'ai été adjacente à cette zone-ci, Dans le sac qui est comme ça, on va aller se piger 2 tuiles pour continuer l'exploration de l'île. Fait qu'on va en placer une comme ça ici, on va en placer une comme ça ici. Je précise tout de suite que si j'étais parti là, et disons que j'avais eu un mouvement de 3, j'aurais fait par exemple 1, 2 et 3, ben, je vais avoir exploré quand même cette zone-là. En étant dans cette zone-là, je vais avoir touché ici. En étant là, je vais avoir touché ici, puis en terminant là, je vais avoir touché là, puis là. Fait que dans ce cas-ci, avec un déplacement de 3, j'aurais plutôt révélé 3 tuiles. Fait que pour le déplacement, c'est pas plus compliqué que ça. Après ou avant avoir bougé, ben, l'autre choix d'action qu'on a, c'est Activate. Activate, j'ai 2 choix. Soit je vais m'activer moi-même. Si je m'active moi-même, je vais regarder sur ma tuile. On voit qu'en s'activant, je peux aller me chercher une ressource de mon choix, soit une ressource jaune, une ressource bleue ou une ressource rouge, qui sont l'inspiration, la connaissance et la force. À la place de m'activer moi-même, je peux toujours activer un des compagnons parmi les compagnons que je possède. Dans tous les cas, je vais faire des ressources. Fait que si je m'active moi, disons que je m'active moi pour aller chercher une ressource de force, ben je vais prendre un jeton d'influence, je vais aller le placer dans la zone de force. C'est pas plus compliqué que ça. Si j'avais voulu activer pour avoir un jaune, j'aurais été le placer dans la zone d'inspiration, puis un bleu, j'aurais été le placer dans la zone de connaissance. Si je veux activer plutôt un de mes compagnons, de la façon que ça va fonctionner, c'est que je vais commencer par prendre un de mes cubes influence, je vais le placer sur mon compagnon pour montrer qu'il se fatigue puisque je l'active. Ensuite, par contre, je vais aller gagner les ressources que mon compagnon me donne. Dans ce cas-ci, mon compagnon me donne une ressource rouge, une ressource de force.
d'autres compagnons. Par exemple, si je prenais cet exemple-ci, ce compagnon-là va me donner plutôt 2 ressources de force. Donc, en activant ce compagnon-là, je vais placer un cube sur lui. Je vais aller placer un cube sur la ressource qu'il me donne, parce que ce compagnon-là me donne une ressource seulement. Par contre, à chaque fois que j'active un compagnon, je vais déclencher son effet. Celui-là, il me dit « When you activate Whim, activate your character. You may convert 2 influence on Whim to 1 strength. » Fait que ce que ça me dit, c'est quand j'active Whim, en plus, je peux activer mon personnage. Fait que lui, il a cette capacité-là qui est spéciale. Fait qu'en activant Whim, je gagne une rouge et je gagne un autre de la couleur de mon choix. Fait que disons que je vais aller gagner un bleu que je vais aller placer sur le bon endroit sur le plateau. Et ce qu'on m'a dit, c'est que la prochaine fois que je vais utiliser Whim, quand il y a 2 d'influence dessus, je peux les ramener pour gagner 1 de force. Fait que disons que le tour suivant, j'active Whim, je gagne 1 de force, plus 1 de la couleur de mon choix. Il y a 2 influences sur Whim, je peux les ramener pour gagner un autre de force. Fait que chaque personnage va avoir des habiletés spéciales. Si je prenais par exemple le compagnon ici de Nalin, que je vais placer comme ça, lui va me dire « Taking control of an occupied region requires only 1 conviction and grant 1 actional victory points ». Et lui me donne 2 de force. Fait que chaque compagnon va avoir une habileté spéciale. Et on se rappelle que pour l'utiliser, il faut que je mette un cube dessus et que j'annonce que je mette de l'influence dessus puis que j'utilise sa force. Puis au moment où je mets de l'influence dessus, je vais pouvoir activer son pouvoir spécial. Je précise qu'il y a une action qu'on peut faire qui fait qu'on va être vindicated. On va avoir atteint la rédemption. À ce moment-là, on va tourner notre tuile et si on s'active soi-même, on va gagner 2 ressources de notre choix plutôt qu'une. Fait que pour l'action d'activation, c'est tout. Donc maintenant que mes 2 premiers choix, Activate et Move, sont expliqués, il reste l'action Visit or Rest. Celle-là, cette action-là, j'ai 2 options. Si d'abord et avant tout, si je choisis l'option Rest, sur son plateau principal, l'option Rest me permet d'améliorer un cube. Améliorer un cube, ça veut dire soit je vais prendre un potentiel puis je vais l'amener vers l'influence, augmentant le nombre de ressources qui me sont disponibles, soit je prends une influence, augmentant ma conviction. La conviction est utilisée pour certaines habiletés spéciales qui sont sur le plateau. Fait que pour Rest, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça, on fait ça si on n'a rien à visiter. Visiter, ça veut tout simplement dire activer l'une des tuiles auxquelles on est adjacent. On n'oublie pas qu'on fait les 3 actions dans l'ordre qu'on veut. Fait que je pourrais tout à fait activer le bâtiment qui est ici, par exemple, puis ensuite faire mon déplacement de 2, ou faire mon déplacement de 2, révélant ainsi une nouvelle tuile que je prends de façon aléatoire, et ensuite activer l'un des 3 bâtiments qui est autour de moi. Fait que l'action visite, c'est tout simplement d'activer une des 3 tuiles ou une des 2 tuiles auxquelles on est adjacent. Que peut-on faire avec toutes ces tuiles-là? On a différentes tuiles qui font différents effets. D'abord, il y a 3 tuiles que je pourrais qualifier en quelque sorte de base, qui sont le fort, le Holy Spire et la librairie. Si on visite l'une de ces 3 tuiles-là, peu importe elles sont où sur le plateau, on va aller gagner 2 ressources dans la catégorie correspondante. Donc, si on visite le library, on va prendre 2 de nos cubes d'influence, puis on va aller les placer sur la zone de knowledge. On va faire du bleu. Si on visite le Holy Spire, c'est la même chose, mais en allant plutôt dans la zone orange pour l'inspiration. Et si on visite finalement le fort qui est rouge, on va aller se rajouter 2 de strength qui est juste ici. Ensuite, on va avoir une tuile qui est le monastère. Le monastère va nous permettre de dépenser du knowledge autant qu'on veut. Et pour chaque knowledge qu'on dépense, on va pouvoir améliorer l'un de ces cubes. Fait que c'est le même effet que Rest, mais en version plus puissante. Un joueur, par exemple, mon joueur vert ici, dépense ses 3 cubes de knowledge. Donc, il a 3 cubes qu'il peut améliorer. Il décide d'améliorer 2 cubes d'influence vers la conviction, puis un cube de potentiel vers l'influence, disons. Pour le monastère, c'est aussi simple que ça. Un autre très important, le Command Post. Le Command Post, on me dit, je peux une fois dans mon tour payer 3 de force pour améliorer ma monture. Quand on améliore sa monture, on va aller prendre sa tuile de monture et on va aller vers le chiffre suivant, fait que de 2 à 3, de 3 à 4, jusqu'à un maximum de 5. Une autre tuile qu'on va vouloir visiter régulièrement, surtout en début de partie, l'Inn, l'auberge. L'auberge nous permet d'aller acheter un compagnon en payant 2 ressources de la couleur de notre choix. Le compagnon qu'on va gagner va dépendre du type de ressources qu'on a dépensé. Fait que si par exemple mon joueur vert avait 2 de strength et se retrouve près d'un inn, mon joueur vert est ici, il se retrouve près de l'inn, il pourrait dépenser son 2 de strength pour piger un compagnon rouge. J'expliquerai dans quelques instants les règles de pige. Et là, on a aussi quelques tuiles particulières. On va avoir, entre autres, si on aime le gambling, il va avoir l'académie. L'académie, elle est juste ici.
L'académie, ce qu'elle me dit, c'est lance un dé et gagne la ressource correspondante. On va lancer ce dé-là et on va gagner la ressource qui est correspondante. Pourquoi gambling? C'est que dans ce cas-ci, on voit que mon joueur vert, disons, a gagné une ressource mauve. Il a gagné de la vision. Si la ressource qu'on gagne, on ne l'avait pas, ce qui est le cas, ben on relance le dé. Il gagne cette fois-ci du courage. Le courage est ici, il n'en a pas, donc il relance le dé. Il gagne de la vision, fait qu'il se fait un deuxième cube de vision, mais là, il y en avait déjà de la vision cette fois-ci, fait que sa visite à l'académie est terminée. Fait qu'on pourrait, il aurait pu être malchanceux puis piger Strength, qui est une ressource de base, puis ça aurait mis fin à sa visite à l'académie instantanément. On va avoir juste ici, on va avoir le Shrine. Le Shrine est une tuile extrêmement importante parce que vous avez vu que certains compagnons vont avoir un effet intégré qui leur permet de retirer les cubes d'influence sur eux, mais ce n'est pas tous les compagnons qui ont ça. Fait qu'éventuellement, on se ramasse avec des compagnons qui sont pris plein d'influence, puis l'influence est bloquée sur ces compagnons-là. Le Shrine va me permettre de dépenser autant de fois que je veux un jeton d'inspiration, une ressource d'inspiration pour aller enlever des jetons d'influence sur mes différents compagnons. Fait que je pourrais avoir, par exemple, disons que après quelques tours de jeu, mon joueur vert avait un compagnon qui ressemble à ceci, il a utilisé ce compagnon-là 3 fois, ben, il pourrait, en utilisant le Shrine, dépenser un cube d'inspiration pour aller enlever 2 cubes sur ce compagnon-là. Ça lui redonne accès à plusieurs de ces cubes. En plus de tous ces jetons, de ces tuiles-là, on va avoir 3 tuiles très spéciales. On va avoir le Arcane Tower, le Gaping Maw et l'Ancient Tomb. Ces ressources-là sont spéciales parce qu'elles vont demander des ressources avancées. On voit par exemple l'Ancient Tomb me dit dépense 2 ressources vertes, qui est le Wisdom qu'on retrouve juste ici, pour aller piger une carte verte, donc un trait dans ce cas-ci. Les traits sont ici. Et les traits, ce sont des pouvoirs permanents. Ils vont nous permettre de faire différentes habiletés pendant notre tour de jeu. Par exemple, il pourrait me dire je suis patient, fait que je peux décider pendant mon tour de sauter un tour, mais de gagner une des 3 ressources avancées. Un exemplaire de chacune des 3 ressources avancées, le vert, le mauve, l'orange. Fait que chaque trait va avoir un effet particulier. Le Arcane Tower, lui aussi est spécial, il va exiger que je dépense 2 Vision, fait que le vert présentement pourrait le faire, pourrait dépenser 2 Vision, pour aller chercher une carte relique. Les cartes reliques, de la façon dont elles fonctionnent, c'est très simple. Elles vont dire, au moment où j'acquiers la carte relique, on va centrer ça, au moment où j'acquiers la carte relique, je peux placer jusqu'à 3 d'influence dessus, je dois en placer au moins 1. Et ensuite, à tous les tours de jeu, je vais pouvoir dépenser un cube d'influence de ma relique pour activer le pouvoir de ma relique. Fait que lui, par exemple, disons que j'ai décidé de placer 2 cubes dessus. Lui, il va me dire Return 1 Influence, Convert 1 Strength to 1 Inspiration, to 1 Courage. Fait que lui, je pourrais décider à un tour subséquent d'enlever un cube là-dessus pour transformer un cube de force en un cube de courage directement. Vous comprendrez dans quelques instants que c'est un effet quand même assez puissant. Fait que ça, c'est pour les reliques. Et à chaque fois que je revisite le Arcane Tower, à chaque fois que j'y retourne plus tard dans la partie, je vais pouvoir recharger mes reliques, toutes les reliques que je possède, en les remettant jusqu'à un maximum de 3 cubes d'influence par relique que je possède. Dernière tuile spéciale, peut-être la plus complexe du jeu, c'est le Gaping Maw. Le Gaping Maw va me permettre d'aller affronter des monstres. On voit que je dois donner 2 ressources oranges, donc 2 de courage pour pouvoir affronter un monstre. Comment ça fonctionne quand j'affronte un monstre? Ben, regardons une carte monstre. En exemple, ça me dit d'abord et avant tout que je vais avoir à lancer 2 dés. Le dé noir, qui est ce dé-là juste ici, sont les conséquences qu'il va avoir pour le compagnon qui va affronter le monstre. L'autre dé, c'est mon dé de bonus, qui est le même dé qu'on va utiliser pour l'académie. Et dans le bas d'une carte monstre, ça va toujours me donner une façon de marquer des points de victoire en bonus à la fin de la partie. Toutes les cartes monstres ont cette règle-là. Par exemple, celui-là va me dire chaque carte verte que je vais avoir ramassée va valoir 2 points de victoire de plus à la fin de la partie. Fait que comment ça fonctionne quand on attaque un monstre? Disons qu'on est quelques tours de jeu plus tard. Le joueur mauve décide de payer 2 de courage pour aller affronter le Gaping Maw et il a une petite armée de compagnons. Il y en a maintenant 3. Pour déterminer lequel va affronter le monstre, on va aller regarder l'initiative des 3 compagnons, ce qui est le chiffre juste en dessous de son nom. Fait que par exemple, si je prends Dawn, The Lost Hope, Prodigy of Spirit, il a une initiative de 35. Ici, on a une initiative de 8, on a une initiative de 59. Fait que c'est ce compagnon-là qui va affronter le monstre. On lance ensuite les 2 dés, et là, on a les conséquences. Conséquences positives, j'ai réussi à faire un cube de vision en affrontant le monstre. Fait que mon joueur mauve va aller se placer un cube de vision. Conséquences négatives, par exemple, mon compagnon il est mort.
Fait que les conséquences possibles, décès, fatigue, rien pantoute. Fait que décès, ben vous l'avez compris, je perds mon compagnon. J'ai toujours l'option, si je veux, si mon joueur mauve, et c'est le cas, j'ai toujours l'option de payer 1 de conviction pour empêcher la mort d'un de mes compagnons. Fait que ça sert entre autres à ça, la conviction. L'autre conséquence, la fatigue, c'est que j'ai rajouté 2 cubes d'influence sur mon compagnon. Fait que comme le joueur mauve va envoyer ce compagnon-là se battre, ça rajoute 2 cubes d'influence dessus. Fait qu'il va falloir que j'aille visiter le shrine pour pouvoir les enlever éventuellement. Et ben, le troisième effet, ben, il ne se passe rien du tout. Vous aurez également remarqué qu'il n'y a aucune chance que je ne la gagne pas, la carte monstre. C'est sûr que je vais le gagner, mon combat, c'est juste qu'il va avoir une conséquence pour mon compagnon. Vous aurez également compris que si je n'ai pas de compagnon avec moi, je ne peux pas aller affronter des monstres. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que les tuiles vont faire à l'intérieur du jeu. Fait que quand on visite un endroit, on active la tuile en conséquence, puis on déclenche son effet. Je précise finalement que tous les effets du jeu vont rapporter des points de victoire. Si je gagne cette carte-là, je fais 5 points de victoire. Si je vais chercher un compagnon ici, je fais 3 points de victoire. Si j'augmente ma monture en la faisant passer de 2 à 3, je fais 3 points de victoire. Fait qu'à peu près toutes les cartes du jeu, les traits, les reliques, les compagnons, tout me donne des points de victoire. Dernière chose à savoir quand on visite des lieux, c'est que quand on pige des cartes, peu importe le paquet, que ce soit compagnon, trait, relique, monstre, on a toujours 2 options. Option 1, on prend la carte qui est face ouverte. Fait qu'on la voit, on sait ce qu'on va gagner. Option 2, on prend la première carte du paquet face cachée. Fait qu'on dit, ok, moi je vais décider de prendre ça à la place. Fait que j'ai gagné ce compagnon-là au lieu de ce compagnon-là. Et nous avons finalement une troisième option. La troisième option, par contre, me coûte 1 point de conviction. Si je décide de dépenser 1 point de conviction au moment où je pige une carte, peu importe la carte, mais je vais faire ce qu'on appelle un power draw. Fait que disons par exemple que mon joueur va chercher un compagnon jaune, il dépense 1 de conviction, il doit avoir évidemment payé 2 cubes d'inspiration. Un power draw, c'est qu'on va piger les 3 premières cartes du paquet face cachée. On va prendre la carte qui est également face ouverte. Dans ces 4 cartes-là, on va choisir laquelle on veut. Disons que c'est celle-là. Les 3 autres cartes sont rebrassées à l'intérieur du paquet. Fait qu'on brasse ça comme il faut, beaucoup mieux que ce que je viens de faire. Et on révèle une nouvelle carte pour remplacer celle qui est face ouverte. Mon joueur a ramassé plutôt ce compagnon-là. Vous avez vu d'ailleurs, c'est un très bon compagnon qui donne 3 jaunes à chaque fois qu'on l'active. C'est plutôt rare à l'intérieur du jeu. Fait que pour les tuiles, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ressemble à ceci. Maintenant, il reste les actions bonus. Première action bonus, on peut prendre contrôle d'une région. Disons que mon joueur vert termine son déplacement, on commence son déplacement, ça n'a pas d'importance, on fait les actions dans l'ordre qu'on veut, mais disons qu'il utilise le phare pendant son tour. En utilisant le phare, il va prendre 2 cubes de son influence, il va les placer dans la zone de force. Et ensuite, comme il a utilisé le phare, il peut décider d'en prendre contrôle. Ça, c'est gratuit. Et on doit visiter le lieu, fait que je ne peux pas visiter ce lieu-là puis prendre contrôle de celui-ci. Quand on prend contrôle, on va dépenser 1 de conviction et on va tout simplement placer le cube là-dessus. Au moment où on fait ça, mon joueur vert plutôt, le joueur vert qui est ici, va faire 2 points de victoire. Et pour le reste de la partie, à chaque fois qu'un autre joueur va venir et va utiliser ce lieu, il va me donner 2 points de victoire. Le joueur mauve va donner au joueur vert 2 points de victoire à chaque fois qu'il va vouloir utiliser ce phare-là spécifiquement. C'est tout à fait possible, disons que on arrive dans cette situation-là, c'est tout à fait possible pour le joueur vert de prendre contrôle d'une zone qui est déjà contrôlée par un adversaire. Dans ce cas-ci, il va avoir à visiter le lieu d'abord et avant tout, ce qui va faire que le joueur mauve va également faire 2 points de victoire parce qu'un adversaire utilise un bâtiment qu'il contrôle. Et ensuite, il va dépenser 2 points de conviction, mon joueur vert. Le premier point de conviction qu'il va dépenser va retourner dans son influence et le deuxième point de conviction va venir prendre contrôle de la zone et le cube de l'adversaire va retourner dans sa zone d'influence et non dans sa zone de conviction. Fait qu'on a un cube pour enlever le jeton de son adversaire, notre cube à nous revient ici, puis on a un cube pour prendre contrôle de la zone. Je précise que je ne peux pas dépenser seulement un cube pour enlever le contrôle de la zone. Je dois prendre contrôle de la zone. L'action gratuite, c'est prendre contrôle d'une zone. Fait un cube s'il n'y a personne, 2 s'il y a quelqu'un. Fait que ça, c'est la première action gratuite. Deuxième action gratuite qu'on peut faire, Gain a Proficiency. Gain a Proficiency, c'est extrêmement simple. À n'importe quel moment dans mon tour, je peux dépenser 3 cubes de la même couleur pour aller gagner la tuile
de compétences qui vient de cette couleur-là. Si on joue à 2 joueurs, il va y avoir juste une tuile, mais si on joue à 3, 4, 5 joueurs, il va en avoir plus qu'une, il va toujours en avoir une de moins que le nombre de joueurs dans toutes les couleurs. Fait qu'en dépensant 3 rouges, on peut gagner elle, 3 oranges, on peut gagner elle, 3 mauves, on peut gagner elle, ainsi de suite. Fait que donc, il a dépensé 3, on gagne cette tuile-là. À quoi ça sert cette tuile-là? Elle a 2 choses. Elle va aider à atteindre des majorités pour la fin de la partie, ça je vais y revenir. Et je peux la dépenser à n'importe quel moment pour me faire 2 cubes de cette couleur-là, si j'en ai besoin de façon désespérée. Si je la dépense de cette façon-là, elle va revenir ici et un autre joueur pourrait en prendre possession. Troisième action gratuite que je peux faire pendant mon tour, Vindicate. Si j'ai réussi sur mon petit plateau personnel à transformer tous mes cubes de potentiel en influence. Si je n'ai plus rien dans ma zone de potentiel, j'ai atteint mon potentiel maximum. Et si sur la piste de points de victoire, j'ai dépassé le 25, je vais pouvoir tourner mon petit plateau sur la zone Vindicated. Fait que mon pouvoir est plus fort quand je m'active et je marque instantanément un 5 points de victoire. Fait que ça, c'est une autre option. Finalement, action particulière, je peux gratuitement regagner de l'influence de n'importe où sur le plateau. Disons que mon joueur vert gagne un bonus quelconque, mais tous ces cubes sont déjà placés sur le plateau à différents endroits où ils sont tous en conviction, ils sont tous sur des compagnons, etc. Et il gagne 3 cubes de courage en faisant une action spéciale. Mais là, ici, il ne pourrait pas en placer parce qu'il n'y en a plus ici. Ou si jamais il active un personnage puis ça lui donne 2 cubes de force, il voudrait se rendre à 6, mais il n'y en a plus dans sa zone, fait qu'il ne peut plus en placer. À n'importe quel moment, on peut aller récupérer de n'importe où sur le plateau de jeu des cubes. Fait que je pourrais dire, ok, ben je vais sacrifier 2 de mes cubes de vision parce que j'ai besoin vraiment de faire mes 2 cubes de force, fait que je les ramène ici, vu que j'ai fait une action qui me donne 2 cubes de force. Fait qu'on peut toujours le faire. À ça, il y a une exception. J'ai déjà dit qu'il va y avoir, au fur et à mesure que la partie va avancer, nos compagnons vont avoir de plus en plus de cubes sur eux. À chaque fois qu'on les active, à chaque fois qu'on va les activer, on va mettre des cubes sur nos compagnons. Si je veux enlever en action gratuite tous les cubes d'un compagnon, je vais perdre ce compagnon-là. Je peux le faire, mais je vais défausser mon compagnon. Parce qu'on se rappelle qu'il y a une tuile sur le plateau, qui est le shrine, il va en avoir 2 en fait, où je peux dépenser de l'inspiration pour enlever, pour chaque jeton d'inspiration que je dépense, je vais enlever 2 cubes sur mes compagnons. Fait que dans ce cas-ci, le joueur vert pourrait dépenser 2 d'inspiration s'il trouve le shrine pour enlever ces 4 cubes-là son compagnon, les ramenant dans sa zone d'influence. On a toujours l'option de vider nos compagnons de leurs cubes de façon gratuite, mais on perd le compagnon si on les vide sans utiliser le shrine. Fait que ça, c'est pour les différentes actions gratuites. Il n'en reste qu'une. L'action gratuite restante est l'action qui me permet de transformer mes ressources de base en ressources avancées. À n'importe quel moment dans mon tour de jeu, j'ai toujours le droit de prendre deux ressources de base parmi Strength, Inspiration et Knowledge pour les croiser et en faire une ressource avancée. Si je combine, disons par exemple que mon joueur vert est installé comme ça et c'est à lui, il pourrait combiner une force et une Knowledge ensemble pour faire un jeton de vision. Fait qu'il mettrait son jeton de vision là et le jeton excédentaire retournerait dans sa petite zone d'influence individuelle. Il pourrait également combiner un Strength et une inspiration. On va mettre un des jetons sur le courage, le deuxième jeton va retourner dans sa zone d'influence. Et il peut faire de la même façon, il peut combiner inspiration et knowledge, comme c'est ici, pour se faire des jetons de wisdom. Fait que ça, on le fait autant de fois qu'on veut dans notre tour, tant qu'on peut le faire. Et comme je l'ai dit juste avant, si jamais j'en ai plus assez, j'ai besoin de faire du vision ou je veux transformer des trucs, j'en ai plus assez, je peux toujours les récupérer ailleurs au moment où je fais mes transformations, en autant que je respecte la règle que un strength plus une inspiration, ça donne un courage. Un strength plus un knowledge, ça donne un vision. Un vision plus un wisdom, ça donne un knowledge plus une inspiration, pardon, ça donne un vision. Les ressources avancées servent principalement à acheter des couleurs de leur catégorie. Fait que je peux, pour 2 vision, une relique, pour 2 courage, un monstre, et pour 2 wisdom, un trait. Je précise qu'il y a quand même des tuiles de proficiency dans les cartes avancées. Fait que dans ce cas-ci, mon joueur vert pourrait dépenser ses 3 visions pour gagner la proficiency de la couleur appropriée. Fait qu'au niveau des actions gratuites, ça fait le tour du jeu. Tout ce qui me reste à dire, c'est qui gagne dans ce jeu-là. Comment on fait pour savoir? Bien, premièrement, on va aller regarder chaque joueur a combien de victoires en termes de points de victoire autour du plateau. Et à ça, on va ajouter différents bonus. Je rappelle que chaque joueur avait une carte Secret
quest en début de partie. Fait qu'en fin de partie, on va aller vérifier si la quête est atteinte. Par exemple, ce joueur-là veut contrôler un command post. Fait que si mon joueur vert avait réussi à commander un command post dans la partie, ben, il va marquer la première partie. Puis la deuxième partie, c'est qu'il veut avoir sa monture de niveau 5. Fait que s'il a réussi ça, en plus des points de victoire qu'il a marqué pendant la partie en augmentant ses montures, il va marquer 5 points de victoire pour la monture puis 2 points de victoire pour le contrôle du command post. L'autre joueur va faire la même chose. Chaque tuile qu'on contrôle encore à la fin de la partie, disons que mon joueur vert en contrôle, il a fait une armée pendant son tour, puis il a dépensé plein de convictions, puis il en contrôle 6, mais chaque tuile va me rapporter 2 points de victoire à la fin de la partie. Il y a également les monstres qui vont me donner des façons différentes de scorer des points à la fin de la partie. Par exemple, ce monstre-là me dit que je vais marquer 1 point de plus pour chacun des compagnons que j'ai. Fait que si mon joueur vert a terminé avec 3 compagnons, puis qu'il a battu ce monstre-là, ben en plus d'avoir marqué les 5 points au moment de battre le monstre, à la fin de partie, il va marquer 3 points supplémentaires. Et chaque monstre a une condition différente. Ici, c'est les traits que j'ai déjà montrés. Ici, celui-là va avoir 6 points s'il y a au moins une relique, un trait et un monstre. Ainsi de suite, chaque monstre va avoir des façons de scorer différentes. Dernière chose qui va rester à faire, ben, ce sont les majorités. On se rappelle qu'en début de partie, on a été placé ce magnifique petit plateau. Fait qu'on on va aller voir qui a les majorités. Comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Pour chacune des ressources du jeu, fait que Strength, Knowledge, Inspiration, Wisdom, Vision et Courage, on va aller voir qui a le plus de cartes dans cette catégorie-là. Qui a le plus de cartes jaunes, bleues, rouges, qui a le plus de cartes vertes, mauves et oranges. En sachant que les tuiles de Proficiency vont compter pour 2 cartes. Fait qu'il y a aussi cet avantage-là, si on réussit à les garder jusqu'à la fin de la partie, elles comptent pour 2 cartes. Celui qui est majoritaire dans chacune des couleurs va aller gagner la tuile correspondante. Fait que celui qui a le plus de cartes bleues va aller marquer un 5 points de plus. Même chose pour les jeux jaunes. Celui qui a le plus de cartes vertes va en marquer 7. Même chose pour mauve et orange. S'il y a une égalité, il n'y a pas de bris d'égalité, personne là. Ils disent le jeu Vindication est impitoyable. Il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu sois majoritaire tout seul pour avoir la tuile. On fait le total des points. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Il y a certains tiebreakers. Entre autres, si on a complètement vidé sa zone de potentiel, on va gagner la partie en cas de tiebreaker. Sinon, c'est celui qui a ramassé le moins de jetons comme ça, les jetons métalliques, qui va gagner la partie. Il y a quelques tiebreakers, mais ça va être assez rare qu'on finisse égal. Fait qu'on détermine le nombre de points. Celui qui en a le plus, gagne. Donc, voilà qui met fin aux explications de Vindication. Fait que étape 1, les composantes, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, vous l'avez vu comme moi, les composantes dans ce jeu-là sont absolument fantastiques, sont formidables. Premièrement, le jeu se veut utilitaire, en ce sens que les concepteurs de la boîte, des inserts à l'intérieur de la boîte, tentent de nous faciliter la vie. Tout l'intérieur de la boîte est fait pour que ça soit facile de s'en servir. Il y a des marqueurs pour séparer tous les types de cartes à l'intérieur du jeu. Il y a des places pour placer les différentes figurines qui sont à l'intérieur du jeu, pour placer les plateaux de joueurs personnels. Le plateau va bien s'imbriquer dans tout ça. Et surtout, vous l'avez vu, les espèces de petites boîtes, autant la boîte, les boîtiers qui viennent aux joueurs, qui vont séparer leurs composantes de façon individuelle, que le boîtier avec tous les jetons, les dés, d'actions principales sur le plateau principal, sont extrêmement bien faits. Fait que la mise en place du jeu est extrêmement rapide, puis serrer le jeu à la fin aussi, c'est tout aussi extrêmement rapide. En plus de ça, le style visuel que le jeu tente d'emprunter est selon moi extrêmement bien réussi. Les dessins, le graphisme du jeu, l'iconographie du jeu, tout est facile d'apprentissage, tout est beau, tout est splendide. Encore une fois, évidemment, selon moi. Fait que pour moi, c'est un des plus beaux jeux des niveaux des composantes que j'ai vu en 2018, mais peut-être dépassé seulement par Cerebria. Mais au niveau des composantes, du style de graphisme dans le jeu, pour moi, c'est extraordinaire. Au niveau des mécaniques, ben encore une fois, je suis obligé de dire que j'ai été extrêmement surpris, malgré le fait que j'avais des attentes très élevées envers ce jeu. Habituellement, quand j'ai des attentes très très élevées pour un jeu, je finis par être un petit peu déçu, mais c'est pas celui-là. J'ai vraiment tout adoré du début à la fin. C'est un jeu où les tours sont extrêmement rapides. Une fois qu'on a saisi le core of the game, la mécanique centrale du jeu, comment notre tour fonctionne. Les tours sont extrêmement rapides, ça prend pas de temps avant que ça revienne à soi, puis même dans une partie à 5, ce que j'ai essayé, c'est pas très long avant que le downtime, ce qu'on appelle le downtime, c'est pas très long avant que le tour de jeu revienne à soi. Donc on perd pas de temps. C'est pas un jeu où il va y avoir une grande interaction entre les joueurs. On se bloque pas particulièrement, on peut pas vraiment voler de ressources aux autres joueurs ou des trucs comme ça. Fait que si vous aimez beaucoup l'interaction entre les joueurs, vous en retrouverez pas beaucoup à l'intérieur de ce jeu-là.
Par contre, c'est un jeu aussi qui est modulaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mini-extensions qu'on peut rajouter à l'intérieur de notre jeu qui vont venir apporter encore des dimensions supplémentaires dans le jeu. Il y a l'une des extensions qui va tout simplement changer les tuiles qu'on peut trouver à l'intérieur du sac. On va enlever certaines tuiles, on va en rajouter d'autres. Fait qu'on peut trouver un puits des souhaits où on va gagner des ressources aléatoires. On peut trouver une espèce d'animalerie où on va gagner des compagnons animaux qu'on peut coller à nos compagnons pour rendre nos compagnons un petit peu plus puissants. On peut trouver une espèce de des pierres sacrées qui nous permettent de se téléporter un peu partout sur l'île. On peut trouver des sites de construction qui nous permettent d'avoir un contrôle sur la tuile qu'on pige et savoir qu'est-ce qui va se construire à côté de l'endroit qu'on vient d'explorer. Fait qu'il y a beaucoup de petites extensions modulables qui viennent enrichir l'expérience du jeu, qui selon moi sont excellentes. Il y a une extension qui rajoute une 4e action à tous les joueurs, où là on va avoir un petit peu plus d'interaction entre les joueurs. Il y a une extension Treachery qui rajoute des cartes dans chacun des paquets de cartes, qui rajoute certaines cartes qui permettent d'attaquer directement les autres joueurs. Fait que là on peut avoir un peu d'aspect de take that si on aime ça. Fait que c'est un jeu qui peut se moduler pour plaire à peu près à tout le monde. C'est sûr que ces mécaniques de base sont très euro. On gère des ressources, on transforme des ressources pour créer de nouvelles ressources. Avec ces ressources-là, on achète des cartes. Ces cartes-là, on va essayer de faire des combos entre les effets de cartes, faire une espèce de collecting, engine building avec tout ça, pour faire des combos puis être de plus en plus efficace dans notre tour de jeu. Mais les mécaniques sont tellement simples, tellement fluides, tellement instinctives ou intuitives, si je pourrais dire, que ça peut plaire, selon moi, à peu près à tout le monde. C'est presque il y a un bon équilibre entre le jeu d'introduction puis le jeu un peu plus lourd parce qu'on a beaucoup de choix dans ce qu'on veut faire. C'est littéralement un vrai open world, un sandbox où on peut faire ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. On peut faire les objectifs qu'on s'est fait donner en début de partie avec notre Secret Quest. On peut décider de ne pas les faire puis de se concentrer sur autre chose. Puis c'est un jeu qui a une rejouabilité quasi infini. On peut faire une partie puis essayer d'avoir juste des traits, la partie suivante essayer d'avoir juste des reliques, pack beaucoup de monstres pour voir qu'est-ce que ça donne, juste se faire une grosse armée de compagnons, tout simplement utiliser certains bâtiments qui vont donner des points. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à l'intérieur de ce jeu-là, avec des mécaniques rapides, un style de jeu euro, une thématique bien rendue à l'intérieur du jeu malgré des thématiques euro. Pour moi, c'est un coup de circuit. C'est facilement un 9.5, voire un 9.7, 9.8 sur 10. Il est très facilement dans mes candidats du jeu de l'année en 2018 pour 2018, puis il se ferait une place très respectable si j'avais à refaire un top 100 prochainement, ce que je ne referai pas de sitôt. Mais si j'avais à en faire un, il aurait une place très respectable, facilement un top 15, un top 20. Pour moi, dans les jeux de tous les temps, Vindication est un excellent jeu. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est encore disponible sur Kickstarter. On peut aller chercher le jeu de base. Il y a une extension avec des leaders pour des guildes qui vont rajouter du matériel supplémentaire dans le jeu. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez regarder ça sur Kickstarter. Moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. N'oubliez pas de nous visiter sur nos pages Facebook, Twitter, de nous supporter sur notre page Patreon. On fait des tirages de tous les lundis avec le professeur. Donc, continuez à nous supporter. On apprécie ça et je vous dis à la prochaine. Ciao!